Première nuit. 4 chemises, 4 draps, 4 jupons. 4 de tout, en somme. Elle ne se lassait pas de montrer à ses voisines le trousseau de sa fille monté. Un bout de fil aujourd'hui, un bout de fil demain, avec une patience d'araignée. Des affaires de pauvres gens, mais propres. De ses mains blanchies et râpeuses, qui connaissaient toutes les corvées, elle prenait dans la vieille maie en sapin, si longue et si étroite qu'on aurait dit une bière, tout doux, comme si elle touchait à une hostie consacrée, la belle lingerie, pièce par pièce, et les robes et les châles en laine double. Celui des noces, au coin brodé et à franges de soie jusqu'à terre. Les 3 autres, en laine aussi, mais plus modestes. Et elle étalait tout sur le lit, en répétant, humble et souriante, des affaires de pauvres gens. Et la joie tremblait dans ses mains et dans sa voix. « Je me suis trouvée seule et seulette, » disait-elle. « Tout de ces mains-là, si bien que je n'en peux plus. Sous la pluie, au soleil, laver à la rivière ou au lavoir, étaler les amandes, cueillir les olives, par-ci par-là dans les champs, faire la servante ou la porteuse d'eau, peu importe. Le bon Dieu, qui a compté mes larmes et qui connaît ma vie, m'a donné la force et la santé. J'en ai tant fait que je suis arrivé au bout. Je peux mourir à présent. À ce brave homme qui m'attend de l'autre côté, s'il me questionne sur notre fille, je pourrais lui dire « Reste tranquille, mon pauvre homme. Ne te fais pas de mauvais sang. Je l'ai laissée en bon état, ta fille. Elle ne souffrira pas de la misère. J'en ai tant enduré pour elle. C'est de joie que je pleure. Ne vous en faites pas. » Et Mamanto essuyait ses larmes d'un coin du foulard noir qui lui couvrait la tête, noué sous le menton. On ne l'aurait presque pas reconnu, ce jour-là, tout habillé de neuf, et cela vous faisait une drôle d'impression de l'entendre parler, comme toujours. Les voisines la complimentaient et la plaignaient à qui mieux mieux. Mais sa fille, Marastella, dans ses atours de mariée, une robe en satin gris, quel chic, un foulard en soie bleue autour du cou, dans un coin de la pauvre petite pièce décorée tant bien que mal pour l'événement de la journée, en voyant pleurer sa mère, éclata en sanglots à son tour. « Marasté, Marasté, que fais-tu » Les voisines s'empressèrent autour d'elle, chacune voulant placer son mot. « Rien peu. Que fais-tu là? On ne pleure pas aujourd'hui. Tu sais ce qu'on dit. 100 livres de mélancolie ne rembourse pas un sou de dette. » « Je pense à mon père, » fit alors Marastella, le visage dans les mains. Mort de malemort, il y avait 7 ans. Douanier du port. Il partait en tournée, la nuit dans les canaux. Une nuit de tempête, en côtoyant près des 2 rivières, le cotre avait chaviré, puis avait disparu, avec les 3 hommes qui le gouvernaient. Le souvenir de ce naufrage était encore vif chez tous les gens de la mer. Et l'on se souvenait que Marastella, accourue avec sa mère et hurlant avec elle, les bras en l'air, dans le vent et l'écume des larmes,
au bout de la falaise du nouveau port, où les corps des 3 noyés avaient été placés après 3 jours de recherche désespérée, Marastella, au lieu de se jeter à genoux auprès du cadavre de son père, était restée comme pétrifiée devant un autre, en murmurant les mains croisées sur la poitrine. « Ah, mon amour, ce que tu es devenu. » Mamanto, les parents du jeune noyé, les gens qui étaient accourus, étaient restés interdits à cette révélation soudaine. Et la mère du noyé, qui s'appelait Tinosparti, un gars en or, le pauvre, en entendant les cris de Marastella, lui avait jeté les bras autour du cou et l'avait pressé sur son cœur, fort, fort, devant tout le monde, comme pour la faire sienne, à elle et à lui, à ce fils mort, en l'appelant à haut cri « Ma fille! Ma fille !» C'est pourquoi, maintenant, les voisines, en entendant Marastella dire « Je pense à mon père », échangèrent un regard d'intelligence, la plaignant en silence. Non, elle ne pleurait pas son père, pauvre fille. Ou plutôt, pleurait-elle, oui, en songeant que son père, vivant, n'aurait pas accepté ce parti pour elle, qui semblait une aubaine à sa mère, dans les conditions misérables où elle était restée. Comme elle avait dû batailler, Mamanto, pour venir à bout de l'obstination de sa fille. « Regarde-moi, je suis vieille à présent, plus près de la mort que de la vie. Qu'attends-tu? Que feras-tu toute seule demain, sans aide, à la rue ?» Bien sûr, sa mère avait raison. Mais, de son côté, Marastella prenait tant d'autres choses en considération. C'était un brave homme, oui, ce Don Lizzi Chirico, qu'on voulait lui faire épouser. Elle n'en disconvenait pas, mais presque vieux, et veuf par-dessus le marché. Il se remarierait, le pauvre, plutôt par force que par amour, au bout d'1 an de veuvage, parce qu'il avait besoin d'une femme, là-haut, pour tenir son ménage et faire sa cuisine, le soir. Voilà pourquoi il se remariait. « Et que t'importe ?» lui avait répondu sa mère. « C'est pour ça, au contraire, qu'il faut avoir confiance. Il raisonne en homme sensé. Vieux, il n'a pas encore 40 ans. Il ne te fera manquer de rien. Il a un salaire fixe, un bon emploi. 5 livres par jour, une fortune. Ah oui, quel emploi! Quel emploi! Là était le hic. Mamanto l'avait compris dès le commencement. La qualité de l'emploi de Chirico. Et par une belle journée de mai, elle avait invité quelques-unes de ses voisines, elle, la pauvre femme, à une partie de campagne, là-haut, sur le plateau qui dominait le pays. Don Lizzi Chirico, de la grille du petit cimetière blanc qui se dresse en haut, au-dessus du pays, avec la mer en face et la campagne derrière, avait aperçu le groupe de femmes et les avait invitées à entrer. « Regarde, on dirait un jardin, avec toutes ces fleurs, » avait dit Mamanto à Marastella, après la visite au cimetière. Des fleurs qui ne fanent jamais. Et, tout autour, la campagne. Si tu penches la tête à travers la grille, tu aperçois le pays à tes pieds. Tu entends le bruit, les voix. Et tu as vu la jolie petite pièce blanche, propre,
aéré. Le soir, tu fermes ta porte et ta fenêtre. Tu allumes ta lampe. Tu es chez toi. Une maison absolument comme une autre. À quoi penses-tu donc? Et les voisines, de leur côté? Bien sûr. Et puis, tout est question d'habitude. Tu verras, au bout de 2 jours, cela ne t'impressionnera plus. Du reste, les morts, ma fille, ne font pas de mal. C'est des vivants qu'il faut se garder. Et toi, qui es plus jeune que nous, tu nous auras toutes là, l'une après l'autre. C'est la grande maison, celle-là, et tu en seras la maîtresse et la bonne gardienne. Cette visite là-haut, par cette belle journée de mai, était restée dans l'âme de Marastella comme une vision consolatrice, pendant les 11 mois de fiançailles. C'est à elle qu'elle s'adressait en pensée aux heures de découragement, surtout lorsque le soir tombait, quand elle sentait son âme s'assombrir et trembler de peur. Elle essuyait encore ses larmes, quand don Lizzie Quirico se présenta sur le seuil avec 2 gros cornets de papier dans les bras, presque méconnaissables. « Sainte Vierge !» s'écria Mamanto. « Qu'avez-vous fait là, bon chrétien ?» « Moi ? Ah oui, la barbe, » répondit don Lizzie, avec un sourire penaud qui tremblait, comme égaré, sur de larges lèvres nues et livides. Non seulement don Lizzie s'était rasé, mais il s'était même entamé la couenne, tellement la barbe hirsute et dure était enracinée dans ses joues creuses, ce qui lui donnait l'air, à cette heure, d'un vieux bouc écorché. « C'est moi qui la lui ai fait raser », s'empressa de s'interposer la sœur du marié, Donna Nella, grasse et pétulante, qui arrivait en sueur et dans tous ses états. Elle portait sous son châle quelques bouteilles, et quand elle entra, on eut l'impression qu'elle remplissait la pauvre petite pièce d'un bout à l'autre, avec sa robe en soie vert petit pois, qui froufroutait comme une fontaine. Son mari la suivait, aussi maigre que don Lizzie, taciturne et morose. « Ai-je mal fait ?» poursuivait Donna Nella, en se débarrassant de son châle. « La jeune mariée va nous le dire. Où est-elle ? Regarde, Lizzie. Je te le disais bien, elle pleure. Tu as raison, ma fille, nous sommes trop en retard. C'est de sa faute, à Lizzie. Je me la coupe ou je ne me la coupe pas. 2 heures avant de se décider. Dis-moi un peu, ne te semble-t-il pas plus jeune comme ça, avec ses vilains poils blancs, le jour des noces? Je me la ferai repousser, dit Quirico, en interrompant sa sœur et en regardant tristement sa jeune épouse. Je parais tout aussi vieux, et plus vilain par-dessus le marché. Un homme est un homme, bourrique. Il n'est ni beau ni vilain, décréta alors sa sœur en colère. Mais regarde, un couplet neuf. Tu les traînes aujourd'hui. Quel dommage. Et à grand renfort de taloche, elle époussetait les manches du veston de la farine des gâteaux qu'il tenait encore dans les 2 cornets. Il se faisait tard. Il fallait d'abord aller à la mairie, pour ne pas faire attendre l'adjoint, puis à l'église. Et le banquet devait être fini avant la nuit. Don Lizzie, très stricte, question travail, sur les épines à cause de cette sœur intrigante et tonitruante, surtout après les repas et les abondantes libations, se recommandait à tous les saints. Il faut de la musique. A-t-on jamais entendu parler de noces
sans musique? Il faut danser. Envoyez donc chercher Sidoro le borgne. Des guitares et des mandolines. Elle criait tellement que son frère fut obligé de l'appeler à l'écart. Assez, Nella, assez. Tu devrais comprendre que je n'ai pas envie de vacarme. La sœur roulait des yeux gros comme ça. Comment? Au contraire. Pourquoi? Don Lizzy fronça les sourcils et soupira profondément. Parce qu'il y a 1 an à peine que cette pauvre malheureuse... Tu y penses donc encore? L'interrompit Donna Nella, dans un ricanement. Pourtant, tu te remaries, hein? Oh, pauvre Nunziata. Je me remarie, fit Don Lizzy en baissant les paupières et en pâlissant. Mais je ne veux avoir ni musique ni danse. J'ai tout autre chose dans le cœur. Et quand il eut l'impression que le jour déclinait, il pria sa belle-mère de prendre des dispositions pour partir. Vous le savez, il faut que je sonne l'Angélus, là-haut. Avant de quitter la maison, Marastella, agrippée au cou de sa mère, éclata de nouveau en larmes, et l'on aurait dit qu'elle n'en finirait jamais plus. Le cœur lui manquait. Elle n'avait pas la force de s'en aller là-haut, seule avec lui. « Nous t'accompagnerons tous. Ne pleure pas, » lui disait sa mère pour la réconforter. « Ne pleure pas, petite sotte. » Mais elle pleurait aussi, comme pleuraient bon nombre de voisines. Quel départ amer! Seule Donna Nella, la sœur de Chirico, plus rubiconde que jamais, restait froide. Elle avait assisté à 12 de mariages, disait-elle, et somme toute, les larmes, comme les dragées, n'avaient jamais manqué. La fille pleure de quitter sa mère, la mère pleure de quitter sa fille, on connaît ça. Un autre petit verre contre l'émotion, et allons-nous-en. Lizzy est pressée. Ils se mirent en route. On aurait dit un enterrement plutôt qu'un cortège de noces. Et, en la voyant passer, les gens qui se mettaient sur leurs portes et à leurs fenêtres, ou s'arrêtaient, soupiraient. Pauvre jeune mariée. Là-haut, sur le petit terre-plein devant la grille, les invités s'attardèrent un peu avant de prendre congé, pour exhorter Marastella à reprendre courage. Le soleil se couchait, le ciel était tout rouge, en flammes, et la mer, en bas, en paraissait embrasée. Du pays en contrebas montait un brouhaha de voix incessant, indistinct, comme d'un tumulte lointain. Et ces vagues de voix de bagarre s'évanouissaient contre le mur blanc, en pierre brute, qui ceinturait le cimetière, perdu là-haut dans le silence. Le tintement aérien, argentin, de la cloche que Don Lizzy sonnait pour annoncer l'Angélus fut une sorte de signal du départ pour les invités. Et à cette petite cloche, ce mur de cimetière parut à tout le monde plus blanc encore, peut-être parce que l'air s'était obscurci.
Il fallait s'en aller, si l'on ne voulait pas se mettre en retard. Et tous de prendre congé, en répétant leurs vœux à la jeune mariée. Il ne resta plus avec Marastella, interdite et glacée, que sa mère et 2 de ses amis les plus intimes. Tout en haut, les nuages, embrasés d'abord, avaient viré au sombre, comme un cri de fumée. « Voulez-vous entrer ?» fit don Lizzie sur le seuil de la grille. Mais immédiatement, Mamanto, de la main, lui fit signe de se taire et d'attendre. Marastella pleurait, la suppliant dans ses larmes de la ramener avec elle au pays. Par pitié, par pitié. Elle ne criait pas. Elle le lui disait tout bas, mais avec un tel tremblement dans la voix que le cœur de cette pauvre mère se déchirait. Le tremblement de sa fille, elle le comprenait, venait de ce que, à travers la grille, elle avait entrevu l'intérieur du cimetière, toutes ces croix sur lesquelles tombait l'ombre du soir. Don Lizzie passa dans la petite chambre, à gauche de l'entrée, pour allumer la lampe. Il tourna ses regards pour voir si tout était en ordre, et, incertain, il se demanda un instant s'il fallait rentrer dans la pièce ou attendre que la jeune femme se laisse décider par sa mère à entrer dans la maison. Il comprenait et compatissait. Il avait conscience que sa personne triste, vieille, laide, ne pouvait inspirer à sa femme ni affection ni familiarité. Et lui aussi se sentait le cœur gros. Jusqu'à la veille au soir, il avait pleuré à genoux, comme un enfant devant une petite croix de ce cimetière, pour prendre congé de sa première femme. Il était de son devoir de ne plus y penser à présent. Il allait être entièrement à une autre, père et mari à la fois. Mais les attentions qu'il aurait pour cette jeune épouse ne lui feraient pas négliger les soins qu'il prenait si affectueusement, depuis tant d'années, de tous ceux, amis ou inconnus, qui dormaient là-haut sous sa garde. Il l'avait promis à toutes ses croix pendant sa tournée nocturne, la veille au soir. À la fin, Marastella se laissa décider à entrer. Sa mère ferma immédiatement la porte, comme pour isoler sa fille dans l'intimité de la petite pièce, laissant dehors la peur de l'endroit. Et, à vrai dire, la vue des objets familiers parut réconforter Marastella. « Allons, ôte ton châle, dit Mamanto. « Attends, je vais te l'ôter. Tu es chez toi, à présent. » La patronne, ajouta don Lizzie timidement, avec un sourire triste et affectueux. « Tu entends ?» reprit Mamanto, pour inciter son gendre à parler encore. « Ma patronne est patronne de tout, » continua don Lizzie. « Il faut qu'elle le sache. Elle aura ici quelqu'un qui la respectera et l'aimera comme sa propre mère l'aime. Pas besoin d'avoir peur de rien. » « De rien, bien entendu, » renchérit la mère. « Ce n'est plus une gamine, tout de même. Peur de quoi? Elle va avoir tant à faire, à présent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? » Marastella baissa la tête à plusieurs reprises, pour acquiescer. Mais à peine Mamanto et les 2 voisines firent mine de s'en aller, qu'elle éclata de nouveau en sanglots, se jeta au cou de sa mère, en se cramponnant à elle. Celle-ci, par une douce violence, se dégagea, lui recommanda d'avoir confiance en son mari, dans le bon Dieu, puis s'en alla avec les voisines, en pleurant elle aussi. Marastella restait près de la porte,
que sa mère, en sortant, avait ramené sur elle, et le visage dans les mains, elle s'efforçait d'étouffer les sanglots qui lui échappaient quand une bouffée d'air entr'ouvrit un peu la porte, silencieusement. Le visage toujours dans les mains, elle ne s'en aperçut pas. Il lui sembla tout à coup, qui sait pourquoi, que s'ouvrait en elle comme un vide délicieux, de rêve. Elle entendit au loin le trémolo d'un grésillement de grillons, une senteur fraîche, enivrante de fleurs. Elle découvrit ses yeux, entrevit dans le cimetière une clarté, plus que l'aurore, qui semblait ensorceler toute chose dans une immobilité précise. Don Lizzy accourut fermer la porte. Mais tout de suite, Marastella, frissonnant et se tassant dans le coin entre la porte et le mur, lui cria « Par pitié, ne me touchez pas !» Don Lizzy, blessé par ce mouvement instinctif de dégoût, resta coi. « Je n'avais pas l'intention de te toucher, » dit-il. « Je voulais simplement fermer la porte. »« Non, non !» reprit aussitôt Marastella pour le tenir à distance. « Laissez donc ouvert, je n'ai pas peur. »« Alors » balbutia Don Lizzy, à qui les bras tombaient. Dans le silence, par la porte entr'ouverte, monta le chant lointain d'un paysan qui retournait, le cœur léger, à la campagne, là-haut, sous la lune, dans la fraîcheur imprégnée de l'odeur du foin encore vert, fauché de frais. « Si tu me laissais passer, » reprit Lizzy humilié, dans une amertume profonde, « j'irais refermer la grille qui est restée ouverte. » Marastella ne bougea pas du coin où elle s'était recroquevillée. Don Lizzy s'en alla lentement refermer la grille. Il allait rentrer quand il la vit venir au-devant de lui, comme si elle était devenue folle, brusquement. « Où est mon père ? Dites-le-moi. Je veux aller auprès de mon père. » Tout de suite, pourquoi pas ? C'est juste. Je vais t'y conduire, lui répondit-il d'une voix sombre. Tous les soirs, je fais ma tournée avant d'aller me coucher. C'est une obligation. Ce soir, je ne la faisais pas, à cause de toi. Allons, pas besoin de lanterne. Il y a la lanterne du ciel. Et ils allèrent le long des petites allées de gravier, entre les haies de lavande fleuries. Tout autour, à la lumière de la lune, les tombes des messieurs ressortaient, toutes blanches. Puis, en noir par terre, portant une ombre d'un côté comme pour s'allonger, les croix de fer des pauvres. Plus distinct, plus clair, le trémolo des grillons montait des champs voisins. Puis, au loin, le grommellement continu de la mer. « Ici, » dit Quirico, en indiquant une tombe rustique, basse, sur laquelle on avait muré une pierre commémorative qui rappelait le naufrage et les 3 victimes du devoir. « Sparti aussi est là, » ajouta-t-il en voyant Marastella tomber à genoux devant la tombe, en sanglotant. « Toi, pleure ici. Moi, je vais un peu par là. Ce n'est pas loin. » La lune, du haut du ciel, regardait le petit cimetière sur le plateau. Elle seule vit ces 2 ombres noires sur le gravier jaune d'une allée près de 2 tombes, dans cette douce nuit d'avril. Don Lizzy, courbé sur la fosse de sa première femme, sanglotait. « Nunzia, Nunzia !»
Tu m'entends?